Très bien. On va voir maintenant les récepteurs enzymes catalytiques. Récepteurs enzymes catalytiques, c'est des récepteurs qui possèdent une fonction enzymatique intrinsèque, c'est-à-dire que ces récepteurs peuvent eux-mêmes réaliser la fonction enzymatique. D'accord? Ce qui les diffère des récepteurs couplés à la protéine G, parce que les récepteurs couplés à la protéine G ne pouvaient pas réaliser leur fonction eux-mêmes. Ils devaient dépendre d'une autre protéine, qui est la protéine G, qui va elle-même activer un autre effecteur, qui est l'enzyme. Non, c'est le récepteur lui-même qui a une activité enzymatique. Deux zones. D'accord? Récepteur et enzyme. D'accord? Allez. Donc, donner la structure chimique des récepteurs enzymes catalytiques. On va voir la structure. Ils sont constitués de trois domaines. Un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire, un domaine intracellulaire. Le domaine extracellulaire est le site de fixation de la molécule signal. Le domaine membranaire et le domaine de fixation, c'est le domaine lipophile qui est responsable, hydrophobe lipophile, responsable de l'ancrage sur la membrane plasmique. Le domaine interne, c'est le domaine catalytique. C'est le domaine qui porte l'activité enzymatique. Donc, ça peut être une activité tyrosine kinase. C'est quoi tyrosine kinase? Maintenant, il va prendre des résidus tyrosine, il va les phosphoryler. Sérine ou thréonine kinase, maintenant, il va prendre des résidus thréonine ou la sérine et les phosphoryler. Guanylyl cyclase, maintenant il va prendre la guanylyl cyclase, elle est responsable de la réalisation d'une cyclisation du GMP. Maintenant elle prend du GTP, elle en fabrique du GMPC. D'accord? Guanylyl cyclase. L'essentiel, c'est des activités enzymatiques portées par l'extrémité intrinsèque ou la intracellulaire ou la cytoplasmique. Très bien. Exemple de quelques récepteurs enzymes à activité tyrosine kinase. Le récepteur à l'EGF. Vous connaissez EGF, c'est des facteurs de croissance. EGF, PDGF, NGF, insuline récepteur. D'accord? Déjà, les récepteurs des hormones de croissance, on dit que c'est des récepteurs insuline-like. Des récepteurs insuline-like. Des récepteurs insuline-like. Maintenant, c'est des récepteurs qui ressemblent aux récepteurs de l'insuline. Voilà pourquoi. Parce qu'ils se ressemblent. Les EGF, PDGF, NGF, c'est des facteurs de croissance. Epidermal growth factor. D'accord? Donc, c'est des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance vont venir ici. Ils vont se fixer sur le récepteur. Ils vont induire une réponse cellulaire. Donc, il comprend un domaine riche en cystéine. C'est un immunoglobuline-like parce qu'il y a une superfamille. C'est la superfamille des immunoglobulines. D'accord? La superfamille des immunoglobulines comprend un grand nombre de récepteurs. Les HLA, les immunoglobulines. D'accord? C'est pas important, vous verrez ça en immunologie. Ça, c'est le récepteur à l'insuline. Regardez la structure très spécifique. Donc, il est constitué de deux monomères. D'accord? À l'intérieur, regardez, GG. C'est des tyrosine kinase. Donc, elles comprennent un domaine tyrosine kinase. Vous voyez? Donc, elles ont un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine cytosolique. Le domaine cytosolique est impliqué dans la fonction tyrosine kinase. Les différents ligands. NGF, PDGF, EGF. C'est des ligands. Leur nature, c'est des peptides. Leur fonction, c'est des facteurs de croissance. Maintenant, quand ils sont fixés sur le récepteur, ils vont stimuler la croissance de cette cellule. L'insuline, c'est aussi un peptide, mais sa fonction n'est pas un facteur de croissance, c'est une hormone. L'insuline est une hormone, ce n'est pas un facteur de croissance. Les mécanismes de signalisation. Très bien. Principe d'activation des récepteurs à activité tyrosine kinase. Ça, c'est le récepteur libre. Il y a fixation du ligand. La fixation du ligand va induire une démérisation du récepteur. La démérisation du récepteur va induire son autophosphorylation. Donc, il est libre. Fixation, démérisation, autophosphorylation. Donc, avant de pouvoir phosphoryler, on appelle c'est un récepteur à activité tyrosine kinase. C'est un récepteur qui a une activité enzymatique. Avant de pouvoir exercer sa fonction, avant de pouvoir phosphoryler les autres protéines, il va s'autophosphoryler lui-même. Donc il doit s'autophosphoryler pour ensuite phosphoryler d'autres protéines.
le récepteur à activité tyrosine kinase va s'auto-phosphoryler pour ensuite phosphoryler d'autres protéines. D'accord? Donc donnez-moi les étapes: fixation, dimérisation, autophosphorylation. Fixation, dimérisation, autophosphorylation. Très bien. Oui, il y a un problème. Les moustiques. Ils doivent bien se nourrir. صح ولا لا؟ يدخل شي كاين دوكا زوج كباش مقعدين هكا قالوا لي ان بروبليم يقولوا العيد الحق on va nous égorger. Allez, on continue. Et votre camarade, elle va bien, elle va mieux. Ah, mais c'est mal. Allez, on continue. La stimulation de certains récepteurs enzymes par leur ligand induit leur démérisation. Pas, mais comme les tyrosines kinases subissent une démérisation, hein? Certaines d'entre elles. Et l'activation de leur site catalytique intracellulaire. Dans ce cas, le ligand est un facteur de croissance. D'accord? Donc, voici le ligand. La fixation des ligands va induire une démérisation. La démérisation va induire une autophosphorylation. L'autophosphorylation, ensuite, elle va permettre à cette enzyme de phosphoryler d'autres protéines. Donc, je ne peux pas phosphoryler si je n'ai pas de phosphore. Donc, je commence par m'autophosphoryler, puis je phosphoryle d'autres protéines. Voici d'autres protéines, hop, elles vont venir, elles vont se phosphoryler. L'effet de l'insuline sur l'hépatocyte. Structure chimique du récepteur à l'insuline. La démérisation peut être structurale. Donc, je peux avoir des récepteurs qui sont structurellement sous forme de dimère. C'est la fixation qui induit la dimérisation. Je peux avoir un récepteur qui est d'origine sous forme de dimère, qui met le récepteur à insuline. C'est pour cela qu'ils sont dit insuline-like. Car l'insuline, il est diméré, il est sous forme de dimère, sans avoir la fixation de son ligand. D'accord? Donc le récepteur de l'insuline, c'est une glycoprotéine transmembranaire dimérique, structurellement dimérique, formée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. Donc, deux chaînes alpha, ça c'est une chaîne alpha, ça c'est une chaîne alpha, deux chaînes alpha et deux chaînes bêta, reliées par des liaisons disulfure, extracellulaires. Les chaînes alpha portent les sites de fixation de deux molécules d'insuline. Donc l'insuline se fixe ici, une insuline, deux insulines. Les chaînes bêta membranaires portent le côté intracellulaire des domaines à activité tyrosine kinase, les sites d'autophosphorylation. Donc c'est les chaînes bêta qui portent les sites d'autophosphorylation, c'est les chaînes alpha qui portent les sites de fixation de l'insuline. Donc j'ai deux sites alpha, deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. Deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. Deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. D'accord? Deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. Les chaînes alpha sont responsables de la fixation de l'insuline. Les chaînes bêta sont responsables de... Ils portent les sites d'autophosphorylation. Très bien. Effet hyperglycémiant de l'insuline. Effet hyperglycémiant de l'insuline. Hypoglycémiant. Suivez, s'il vous plaît. L'insuline est hyperglycémiante. L'insuline, elle est comment? Elle est hypoglycémiante. Elle absorbe le glucose. C'est bientôt la pause. Concentrez-vous. Donc, présence de glucose à de la diapositive, on l'a vu. Je vous avais dit,
tout à l'heure, regardez la première vidéo. L'insuline, comment elle est sécrétée. Il y a détection du glucose, internalisation du glucose, glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire mitochondriale, augmentation de l'ATP, sensibilisation des canaux K+, ATP dépendante, fermeture de ces canaux, diminution de la quantité de K+ intracellulaire, chaîne de dépolarisation. Une dépolarisation, d'accord? Dépolarisation, ouverture des canaux CAD+, entrée du CAD+, exocytose de l'insuline. L'insuline va aller au niveau de ces récepteurs et elle va activer la glycogénolyse. Elle va activer, la glycogénogenèse. L'insuline, elle va stimuler la synthèse de glycogène. Le mode d'activation d'un récepteur enzyme à activité tyrosine kinase. Donc, il me faut 2 molécules d'insuline pour le stimuler. Un récepteur, 2 molécules d'insuline. Hop, la fixation de l'insuline va induire une autophosphorylation, 2 ATP en 2 ATP, 2 ATP en 2 ADP, 2 ATP en 2 ADP, j'aurai donc une autophosphorylation. Très bien. Hop, il y a une autophosphorylation. Le récepteur à l'insuline. Autophosphorylation, émigration vers un puits recouvert. D'accord? On compare ça à quoi? Lorsqu'il y a l'insuline, il faut qu'il y ait fixation du ligand sur son récepteur, puis il y a migration. Contrairement à quel récepteur? Il y a des récepteurs qui sont directement situés dans les puits. Quel récepteur? Non. Le récepteur du glucose, non. Le récepteur du glucose, c'est unique. Le récepteur du LDL. Oui. Ça, là. Très bien. Donc, il y aura internalisation. Internalisation au niveau d'une vésicule. Au cours de cette migration, il y a phosphorylation des enzymes de la glycogénèse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire l'insuline? L'insuline va être endocytée dans des vésicules d'endocytose. D'accord? Elle va devenir... Tant qu'elle est recouverte, elle continue à migrer à l'intérieur des cellules et à phosphoryler des protéines intracellulaires. Donc, je vous ai dit de vous rappeler de ce qu'on faisait avec le glucagon. J'avais dit que le récepteur du glucagon était endocyté pour arrêter son fonctionnement. Contrairement au récepteur de l'insuline qui était endocyté pour augmenter son fonctionnement. Le récepteur du glucagon, quand je l'endocyte, je le nom de la GPCR, donc il ne peut plus réaliser sa fonction. Ça a la protéine du récepteur. Ce récepteur, en étant endocyté, c'est lui-même l'enzyme. Donc je vais permettre à l'enzyme d'entrer à l'intérieur de la cellule. Ça, j'ai réalisé une endocytose du récepteur. Le récepteur s'est retrouvé dans une vésicule intracytoplasmique. Il a commencé à réaliser des réactions de phosphorylation. Donc j'ai endocyté le récepteur pour augmenter sa fonction. Contrairement au récepteur du glucagon que j'ai endocyté pour arrêter la fonction. Donc il va continuer à réaliser des réactions de phosphorylation. Phosphorylation de protéines E1 tyrosine, E1 tyrosine phosphorylée, d'accord? Où il va phosphoryler les protéines sur des résidus tyrosine aussi. Il a une activité tyrosine kinase, d'accord? Tyrosine kinase, il peut phosphoryler la tyrosine. Il va s'auto-phosphoryler sur des résidus tyrosine ou il va phosphoryler d'autres protéines sur des résidus tyrosine. D'accord? Très bien. En bas, elle va être dénudée. Elle va continuer à phosphoryler à côté faux. E2 ici. Ici, elle a phosphorylé une première protéine. C'est écrit E1 tyrosine devient E1 tyrosine phosphate. Donc, il va les phosphoryler sur des résidus tyrosine. E2 tyrosine devient E2 tyrosine phosphate. Hop, elle continue. E3 kiff. D'accord? La phosphorylation de ces différentes protéines va donner la réponse cellulaire. C'est la synthèse du glycogène. Très bien. En bas, il y aura dissociation. Je vais dissocier le récepteur de sa molécule qui est l'insuline. L'insuline va être dégradée insulinase. Le récepteur va être recyclé et il va être réexprimé. C'est un récepteur au repos. Lorsqu'il y a refixation de l'insuline,
il va migrer vers des puits recouverts, puis les puits recouverts vont l'endocyter. En l'endocytant, il va phosphoryler, il va d'abord s'auto-phosphoryler sur les résidus thyroïdes, mais il va phosphoryler d'autres protéines. D'accord? Donc l'endocytose est responsable d'une augmentation du fonctionnement, tandis que l'endocytose du récepteur du glucagon va être responsable d'une diminution du fonctionnement. L'intérêt d'avoir deux récepteurs à l'insuline, ben c'est ça, c'est parce que c'est un dimère, d'accord? C'est là. Oui, donc c'est un récepteur à glucagon, c'est un récepteur à insuline. Protégé de l'insuline? Non. On a dit le récepteur à l'insuline, c'est un récepteur tyrosinkinase. C'est lui qui fabrique, c'est lui qui réalise la fonction. Attention, le récepteur à l'insuline n'est pas un récepteur couplé à la protéine G. Un des chapitres qu'on est en train de voir, c'est le récepteur tyrosinkinase. C'est le récepteur à activité enzymatique. Donc c'est un récepteur qui lui-même possède une activité. Mais de l'insuline, on va de l'insuline, de la glucagon, de l'adrénaline, de l'insuline. Très bien. Mode d'activation du récepteur à l'insuline sur la cellule hépatique. Fixation de deux molécules d'insuline, autophosphorylation sur du résidu tyrosinkinase, diffusion du complexe récepteur insuline vers les puits recouverts de clatrine, d'accord, et endocytose, transport intracellulaire, cascade de phosphorylation et cascade de déphosphorylation et de phosphorylation. Le récepteur va céder ces groupements phosphates aux enzymes de glycogénogenèse. Donc il y aura une réponse qui est la glycogénogenèse. Il y a une réponse, il y a une cascade de phosphorylation et de déphosphorylation. Pourquoi il y a une cascade de phosphorylation et de déphosphorylation? La phosphorylation, on l'a vu, c'est des résidus tyrosine qui vont phosphoryler. La déphosphorylation, non, c'est parce que ces protéines phosphorylées, certaines d'entre elles sont des phosphatases. Vous vous souvenez de la glycogène phosphatase? Là, pardon, la glycogène synthase. La glycogène synthase, elle est activée par phosphorylation. Pardon, elle est désactivée par elle est désactivée par phosphorylation ou elle est activée par déphosphorylation. Je vous avais dit que la déphosphorylation était réalisée par une phosphatase. La phosphatase, elle était activée par phosphorylation. Donc je phosphoryle la phosphatase pour que la phosphatase déphosphoryle. Donc je réalise une série de phosphorylation et de déphosphorylation. Je phosphoryle la phosphatase devient active, la phosphatase déphosphoryle la glycogène synthase, la glycogène synthase devient active. Ça, donc c'est une série de phosphorylation et de déphosphorylation. D'accord? Très bien. L'insuline stimule la glycogénogenèse hépatique. Donc voilà, l'insuline stimule la glycogénogenèse et j'aurai une synthèse de glycogène à partir de glucose. Mais l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule hépatique, elle se fait par des GLUT 2, pas des GLUT 4. Donc elles ne sont pas sensibles à l'insuline. Dans la cellule hépatique, les GLUT 2 sont déjà exprimés sur la surface membranaire. Voilà. Ils ne sont pas induits par l'insuline. Entrée passive des molécules de glucose. Le complexe insuline-récepteur, phosphorylation des enzymes de la glycogénogenèse. Donc il y aura une série de phosphorylation et de déphosphorylation. Donc il y aura une synthèse de glycogène. Attention, la synthèse de glycogène, je n'ai pas de phosphorylation bac. J'ai une série de phosphorylation et de déphosphorylation. Effet de l'insuline sur la capture du glucose dans les cellules insulinodépendantes. Les cellules insulinodépendantes, ce sont les cellules qui peuvent exprimer les GLUT4, parce que c'est les GLUT4 qui sont sensibles à l'insuline. Donc il y a fixation de l'insuline. En bas, l'insuline va induire un message intracellulaire de phosphorylation. Il y aura stimulation des vésicules. Des vésicules, elles contiennent dans leur membrane des GLUT4. Il y aura exocytose. Et l'exocytose va induire une expression des GLUT4 et il y aura entrée des glucoses.
Donc c'est l'insuline qui fait entrer le glucose au niveau de la cellule musculaire, au niveau de la cellule adipeuse. Effet de l'insuline dans les cellules insulinodépendantes, comme la cellule musculaire. Le complexe insuline-récepteur, il va phosphoryler les enzymes de la glycogénogenèse et donc il va stimuler la synthèse de glycogène à partir de glucose, mais il va aussi stimuler l'exocytose des GLUT4 pour faire entrer le glucose. Donc l'insuline, elle fait entrer le glucose à l'intérieur du muscle, elle le stimule pour utiliser ce glucose et synthétiser le glycogène. Régulation hormonale par l'insuline. Le récepteur de l'insuline est présent dans tous les tissus de l'organisme. D'accord? Insuline et ses effets pléotropes. Je vous avais parlé tout à l'heure de pléotropisme. C'est la capacité d'une même molécule à stimuler différemment différentes cellules. Donc une seule molécule, plusieurs types cellulaires, plusieurs types de réponses. C'est le pléotropisme. Donc l'insuline, elle induit une prolifération, elle induit une différenciation, elle peut induire une transcription de gènes, elle peut induire une apoptose. Elle inhibe l'apoptose. L'insuline, c'est une enzyme de vie. Elle inhibe l'apoptose et elle induit la différenciation et la multiplication. Elle induit le métabolisme, d'accord? Métabolisme glucidique. Donc elle va stimuler le transport du glucose, la synthèse du glycogène, elle va stimuler la lipogenèse, elle va stimuler la synthèse protéique. Vous avez vu, l'insuline, c'est une hormone de mise en réserve. Elle stimule l'anabolisme. D'accord? Elle inhibe le catabolisme, elle inhibe la glycogénolyse, elle inhibe la lipolyse, elle inhibe la protéolyse. Donc l'insuline, son but, c'est de diminuer la glycémie. Son but, c'est de augmenter les synthèses. C'est pour cela que quand on mange un petit bout de croissant et qu'on a un pic d'insuline, on va stimuler l'entrée du glucose, on va stimuler la glycogénogenèse, la lipogenèse qui fait grossir, la protéogenèse, etc. C'est pour cela qu'il y a comme l'as, voilà, pour avoir un pic d'insuline et avoir faim. Très bien. Donc elle stimule l'anabolisme et elle inhibe le catabolisme. Pathologie, voilà, le diabète. On a parlé en détail du diabète la dernière fois. Qui était la dernière fois? On a parlé du diabète. Si vous n'y étiez pas, regardez la vidéo. On a parlé du diabète. Ensuite, oui, perméabilité. On a parlé un peu de l'entrée du glucose. Vous allez le revoir sur l'autre vidéo de perméabilité. Vous allez voir la physiopathologie du diabète. D'accord? Donc voilà, démérisation du récepteur EGF. Le récepteur EGF, il n'a pas une démérisation structurelle, il est sous forme de monomère. Lorsqu'il y a fixation, il y aura démérisation. La démérisation va induire une autophosphorylation. L'autophosphorylation va induire le message. Voici le GF, Epidermal Growth Factor. Il va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va induire une voie mitogène, c'est-à-dire qu'elle va proliférer la croissance et la multiplication cellulaire, la prolifération cellulaire. Localisation des complexes NGF récepteurs dans les puits recouverts avec la trine ou la acétyléine. Donc voici les NGF. Ça c'est la dynamique qu'on avait vu la dernière fois. Le NGF, en se fixant sur son récepteur, va induire des phosphorylations, des autophosphorylations. En bas, des autophosphorylations vont phosphoryler d'autres protéines et induire aussi des messages de prolifération. Résumé, donc c'est une comparaison entre le GPCR et le récepteur à l'insuline. Voilà, ils ont comparé entre le glucagon, subhanallah, le glucagon et l'insuline. Voie d'arrêt de signalisation, je ne savais pas qu'elle allait donner la même comparaison. Donc, l'endocytose du récepteur du glucagon va induire un arrêt de la réponse, tandis que l'endocytose du récepteur de l'insuline va induire une augmentation de la réponse. Les deux voies vont cheminer vers le lysosome. Il y aura séparation du récepteur et de son hormone. Il y aura dégradation de l'hormone et recyclage du récepteur. Voilà, on arrive à la troisième classe.